Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. D'Hiroshima à Guantanamo, un constat d'impunité. Pour l'abolition des armes nucléaires, une action universelle. Tadatoshi Akiba 9. It is an honor for me to be given this opportunity to address the Association for the Defense of International Humanitarian Fundamental Law. I am especially grateful for this opportunity because never has your role been more important. I believe that the world is being forced to choose between the rule of law, which is basically your concern, and the rule of power, that is the rule by force and violence. Perhaps it is too mild to say we are being forced to choose. Perhaps the rule of law is being forced upon us, and how to change that situation seems to be one of the greatest problems we face today. As defenders of international humanitarian laws, I do hope that you will take the lead in publicly asserting that democratic rule of law is the proper basis, as a matter of fact, the only basis for international relations. I also hope that you will support the International Court of Justice and take a strong, public, high-profile action or stand condemning nuclear weapons as immoral and illegal. I'll refer to this a little later. First, let me explain what the Mayor for Peace is all about. It is a UN-accredited NGO based in Hiroshima. It was created in 1982 by an initiative of the Mayor of Hiroshima and Nagasaki. The purpose was certainly to work towards the abolition of nuclear weapons, but in the beginning, the role was focused on the educational aspect of our purpose. Recently, we have become more active, and a proof of what we have done I can give you some figure. Before I left Japan a few days ago, we had 1,055 city members in 112 countries and regions. This number has increased dramatically just since I left for Europe on Sunday. With the enthusiastic participation of the Italian cities I just visited, we now have more than 1,200 members. I think this great growth will probably continue. Our members include Beijing, London, Paris, Moscow, New Delhi and Jerusalem, all the nuclear weapon state capitals except Washington and Islamabad. In 2003, we launched a campaign which we called the 2020 Vision, or the Emergency Campaign to Abolish Nuclear Weapons. We primarily focused on the NPT review process, leading up to the review conference itself, which was held in May this past year. But today I want to tell you more about what we intend to do in the course of campaigning to abolish nuclear weapons by the year 2020. The name 2020 Vision. Actually sometimes people reverse the order saying, Vision 2020. Really does not matter. What is important is that we have set the year 2020 as a target year by which we intend to make this world nuclear weapon free. Now this year, 2005, is the 60th anniversary of the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki. The number 60 has a special meaning in Asian culture, especially in China and Japan. It is the number that brings the cycle of nature and the humanity back to the original form. So at 60 years we go back to the origin of whatever we are engaged in and try to create a new cycle of activities based on a history of 60 years. And that is exactly what I would like to do here today. I would like briefly to go back to the point of departure, August 6th, 1945. If you have never been to Hiroshima, I'm sure it is hard for you to imagine. Even if you have learned through books, photographs and listening to the testimonial of the Hibakusha, I believe it is still worthwhile to come to Hiroshima and go through the Bomb Museum and talk to the survivors and other citizens as well. Doing so will give you an added dimension of understanding of why we have to continue our struggle to rid the world of nuclear weapons. First, let me briefly again describe the devastation. Within a half-kilometer circle from the hypocenter, 99% of our population died immediately. Some of them simply evaporated, but 99% died within a few days. I say 99% instead of 100% because we know for a fact that there were a few people who survived. The survivors were not outdoors or on the ground level. They were in a basement or shielded by an unusually heavy wall, and therefore miraculously survived.
Some people use this fact to insist that being at the center of the explosion of the bomb was not all that dangerous. But that is not true. 99% did instantly. That's what we really have to understand. Within 1 kilometer from the hypocenter, people were burned badly through all layers of skin, with the heat reaching internal organs and muscles. Far away at 2 kilometers, people were bombarded with fragments of flying glass, and radiation was certainly still a devastating force within this range. Then, within 20 to 30 minutes, a conflagration engulfed the entire city. If you were trapped in the house or had no way of escaping quickly, you were burned to death by the fire. Then, the black rain started falling within a few hours. With the bomb and the fire, the entire city was destroyed. By the following day, the entire city was gone. People who actually saw that happen, who went through that experience, describe it as itself. We human beings have not developed a vocabulary sufficient to describe what actually happened. And that is one of the reasons it is so difficult for us to convince everybody that this kind of tragedy and suffering must never be repeated. It is also important for us to notice here a point that often escape our consciousness. Uribakusha, that is the Japanese word for the survivors of the atomic bombing, were very young at the time. Their average age is 73 this year. And since I am a mathematician, I can do the subtraction very well. 73 minus 60 is 13. So the average age of the people who actually went through the bombing and are living right now, at the time their age was 13. These were children who were victims of this incredible and illegal, high new weapon of mass destruction. And through these years, they have tried to live with that experience and tried to somehow come to terms with this experience. And their conclusion is very simple. This is the expression I hear from these people most often, that is, no one else should suffer I did. No one else. The important thing is that no one else includes President Truman, Paul Tibbets, who brought the bomb to Hiroshima, the scientists who created the bomb, and everyone else on Earth. And that precludes the possibility of retaliation or revenge. This is the important message. This is a future-oriented message that we would like to share again with you and with the rest of the world. And another important point is that when the Hibakusha talk about no one else suffering as we did, that emphasis is definitely, if not consciously, on the children. This message for peace, this message of non-repetition comes from the hearts of people who were children at that time, 13 years or 14 years old. Thus, they are in effect saying, no child should never go through this experience. And that is why in this year's peace declaration, I took this message further to say that we should adopt, "Thou shalt not kill children," as the axiom of highest priority for humanity in the 60th century. And that is why Mayor Delanoë of Paris, when he promised that he would hold the A-bomb exhibition in the City Hall of Paris, which took place in September 2005, that is why Mayor Delanoë placed the emphasis on the children. He wants the children to understand the message. The message to those children emphasized in this wonderful exhibition is to be shared by adults in an artistic, cultural fashion, which I'm sure is very persuasive. Now, I would like to briefly mention that the Hibakusha, after going through this experience, have worked tirelessly to erase the world of nuclear weapons. Their voices have spread gradually, and for some time, we have sometimes had reason to believe that their wish was coming very close to reality. A matter of fact, in 1989 when the Berlin Wall came down, we thought that most of the problems of the world had been solved. Even in Hiroshima, we thought the day was approaching in which the world would finally get rid of nuclear weapons. But we all know we were wrong. Since September 11th, the world appears to be obsessed with violence and revenge. But perhaps the greatest shock of all to the people of Hiroshima was the American Nuclear Posture Review that came out in 2002. That document announced in black and white that, first of all, the United States has no intention of getting rid of nuclear weapons. The second point the Posture Review made is that the United States will be engaged in creating more technically advanced means of killing people with nuclear weapons that will be usable. That is, instead of simply utilizing nuclear weapons as a means of deterrence,
they will start manufacturing bombs and other devices of mass destruction for the purpose of actually using them. And the third, and the most important point I believe, is that they clearly stated their intention to use those weapons in combat. This is certainly the antithesis of what Hiroshima and the Hibakusha had been saying. So we really had to do something about this. We turned to the mayor for peace to solve this problem together with the citizens of Hiroshima. And the mayor for peace, together with civil society, NGOs and friendly governments, launched an emergency campaign to ban nuclear weapons or the 2020 vision, I mentioned earlier. The purpose of this 2020 vision is to abolish all nuclear weapons by the year 2020, but there is an intermediate goal. That is, we'd like to have a Universal Nuclear Weapons Convention signed by 2010. That's only 5 years from now. However, that is the first step. We already have a Model Nuclear Weapons Convention. It may not be necessary to explain that a Nuclear Weapons Convention really means a treaty that prohibits the use or manufacture or anything that has to do with nuclear weapons, and there is a good Model Nuclear Weapons Convention developed by the NGOs and experts in this field. All the United Nations officials and interested governments need to do is to read this document and simply sign it, and that should be done within 5 years. But let me explain what sort of things we ought to be doing in these 5 years. Initially our strategy was to focus on NPT review process. We participated in the preparatory committee meeting and the review conference itself, which was held in May this year. However, as you all know, the result was not satisfactory. And the reason is, I believe, quite simple. The NPT review conference, as well as the conference on disarmament regularly held in Geneva, which has the task of developing an action program for the decision taken by the NPT review conference, must make all decisions based on the consensus rule. That means that if a single country objects to even the tiniest point in the procedure, nothing happens. As a matter of fact, nothing has happened for these 5 years, and nothing happened in the review conference in May. Therefore, we intend to shift our attention to the original spirit of the United Nations. By the way, the United Nations itself will be celebrating its 60th anniversary this year, and October 24th, un day, will be the focus of all of this. However, in the meantime, we will be working with mayors around the world, NGOs and government officials from many countries to make the process work in our effort to revive the NPT process. This is also our effort to find new ways of utilizing the power behind United Nations, that is, the power of people. For example, in April 2004, we brought 19 mayors from around the world to attend the preparatory committee meeting of the NPT. The New York City Council was enthusiastic about our presence in New York City, so they declared April 28th to be Nuclear Weapons Abolition Day. The New York City Council worked with us to send this message to the rest of the world. That led us to redouble our effort towards the May review conference this year. The New York City Council was not the only body that worked enthusiastically with us. The 2020 vision has been well received and has been amplified by the participation and endorsement, cooperation and new branching out of ideas stemming from it in many different ways. The European Parliament formally endorsed the 2020 vision last year, added the US Conference of Mayors, the US National Conference of Black Mayors and many city council and NGOs, including IPPNW and IPB. Peace activists, who have really done a great job in changing the consciousness of the people around the world, all came around to endorse our 2020 vision. Now, let me briefly expand on the US Conference of Mayors. This is an organization of American mayors. The membership count now is 1,183, and the only condition for an American mayor to join this organization is that the city must have a population larger than 30,000. So this organization endorsed the 2020 vision unanimously, and I was really surprised to find out that this organization has taken this stand since 1984. But you know that organization of mayors,
just like any other organization, has different areas to concentrate on depending on the time, the environment and everything else. But the US Conference of Mayors has decided that this is a priority issue that they will be involved in during the coming few years. So to the May Review Conference this year, we brought a delegation of 167 city representatives including 51 mayors. En May Stone, we helped to lead one of the biggest anti-nuclear demonstrations in New York in 20 years, bringing 40,000 people to march through the streets of New York and ending in a rally in Central Park. Our rally collected 6 million signatures demanding the abolition of nuclear weapons. However, these efforts were not enough for us to achieve the goal of activating the review conference itself. That is why I mentioned earlier that we have to find a new way of pursuing and accomplishing our goal. Our 2020 vision campaign for this coming year will be done at every possible level we can pick up. First of all, we will be lobbying at a level, the governmental level including diploma, government officials and so forth. That's the regular sort of channel that, whenever anybody thinks about international issues like disarmament, that is the level we usually concentrate on. But that is not all. We will also work at the local government level and the citizen level. That's where the mayor or peace can play a large role. We intend to work on the grassroots level, and that is the level where NGOs and many activists, including most of you, I assume, are extremely effective. That's where the people's energy and voices and resources are. But the mayor for peace want to be a bridge to help that energy and that creativity and the desire to create a new better world, get to the top level of international diplomacy and international bureaucracy so that together we can accomplish our goal. I will tell you more about this campaign and what we want to do during this year, but before I do, I would like to answer one question, which is why mayor? Nuclear weapons are an international issue, and we have been asked this many times by journalists especially. They want to know what mayor can do. But I think that the journalists should be answered quite honestly with fact, and I think we should have answers when citizens also ask us why mayor. One simple reason is that when a nuclear war occurs or nuclear weapons are used, it is the cities that will suffer. And as mayor, we have the responsibility to protect our citizens from any harm. We have to protect their life, their property and welfare. That's what mayors are chosen for. That's our job. So we have to think about the possibility of a catastrophe such as a nuclear attack. After all, many world leaders are saying that a nuclear weapon could be used by terrorists, so we have to think about this. And our conclusion is that the only way we can protect our citizens from nuclear attack is to prevent nuclear attacks from happening. And the only permanent way to prevent nuclear attacks is to get rid of nuclear weapons. That is our conclusion, and that is why many mayors have been joining this organization. However, that is not the only reason. The history of the world, and especially the history of Europe, shows that it is the cities that have been the engine of economic, cultural, political, educational, religious and other human development. In other words, it is the cities that actually create civilization. It is the cities that actually are responsible for maintaining our civilization, and the time has come for cities to start speaking up. We are the closest governmental organizations to the citizens. Our political philosophies as mayor of cities really do not come from abstract ideology. Our primary job is to make sure that our cities are run smoothly. We have to take care of the everyday needs of our citizens. We have to collect the garbage. We have to repair bridges, and it may sound absurd, but these routine needs are the basis of our thinking. We are closest to the hearts of our citizens. Mayors know their citizens and citizens know us. That is why we are concerned about our citizens' lives honestly and sincerely. And perhaps even more important, cities do not have or want or need any means of mass destruction. We do not have armies. There is no point for us to even think about utilizing brute force to solve intercity problems. Hiroshima could not possibly benefit from launching a war on Tokyo, Osaka, or Paris or Florence or anywhere.
It is in our best interest to work together with these cities, cooperatively, exchange our young people, hold cultural events, and visit each other. We have to cooperate to make sure the future will be richer and brighter for our younger generations, to give their creativity a chance to blossom, and to let businesses bloom. That is why we are involved in this. We mayors are the ones that will determine the future. Let me give you a couple of examples of how things can be done. In the US-Japan City Summit, which was held in Hiroshima in November last year, former mayor, Jeremy Harris of Honolulu made an interesting comment. He said that the US federal government does not want to sign the Kyoto Protocol to reduce CO2 emissions. However, he pointed out that if all of the cities in the United States, or if not all, if most of the cities in the United States created their own standard for CO2 emissions, and if most of them achieved their reduction goal, that would be the equivalent of having the federal government of the United States signing the Kyoto Protocol and actually implementing it. The cities actually have the power to accomplish important goals that we set ourselves. Another example is New Zealand. New Zealand was suffering from a high rate of unemployment. Then most of the New Zealand mayors got together and, without the help of the national government, they actually solved the unemployment problem. These two examples are probably enough to convince you that we are serious about working with our citizens to solve not only local problems like garbage and unemployment, but such important international problems as protecting the environment. Certainly, preserving humanity for the coming centuries is just as important as any of the problems I have mentioned. Based on this thinking, we intend to launch specific activities for the coming year. Let me mention three of them in reverse chronological order. The first one is July 8th, 2006. That is the 10th anniversary of the advisory opinion of the International Court of Justice. That ruling is extremely important, and we will help to organize a huge event in The Hague on that day. Perhaps even larger than the demonstration you held right before the Iraq War. We have to show that we are serious about the content of the advisory opinion. We are contemplating whether it is possible to bring lawsuits against those countries that refuse to enter good faith negotiations to get rid of nuclear weapons. If it is possible illegally to do so, we have to arouse world public demand for such action. So July 8th next year will be very important. Prior to that, June 23 through June 28th, there is going to be the World Peace Forum in Vancouver, Canada. That is one of the main events next year for all peace activists. Peace workers will gather to report on what they have accomplished and what new strategies they could adopt to accomplish our goal, the goal of creating a sustainable peace throughout the world. The most immediate activity I would like to ask you to focus on is October 24th, United Nations Day, and Disarmament Week, which means the one-week period starting October 24th. Just about that time, we will be trying to focus the world's attention on the first committee of the United Nations. I mentioned, we have to utilize mechanisms within the United Nations that reflect majority opinion. And the first committee of the United Nations, which is in charge of disarmament and security, can do its job using majority rule if necessary. So it is that committee that we would like to have the world focus on. If that committee, with leadership coming from some of the nation and government officials who share our value, propose to create a special committee mandated to enter serious negotiations towards the goal of creating and maintaining a nuclear-free world, then we will be in business. So we would like to focus on the first committee to encourage it to create that special committee by a majority, if necessary, and make sure that there will be enough countries to support such a move. To help this process, we need to have the world's public opinion rest to a very high level. We need all the governments and diplomats to actually listen to the majority voices of the world. Let me explain, in case you are doubtful, that we are really the majority. The media tend to give the impression that the goal of the abolition of nuclear weapons is just a fringe opinion of a small number of people, just Hiroshima and Nagasaki. But that is not true.
Even within the United Nations framework, more than half of the countries have actually signed treaties declaring themselves nuclear-free, and bound by this treaty, they have agreed not to have the nuclear weapons. Nuclear weapon-free zone exist in several areas in the world, and that area is expanding. So we already have the majority within the United Nations clearly on the side of getting rid of nuclear weapons. The problem is that this majority voice is not the will of the United Nations. But I proposed, we do have a mechanism we can utilize to ensure that this majority opinion becomes the will of the United Nations. In poll after poll, the majority voices of the world actually are for the elimination of nuclear weapons. Even in the United States, in an Associated Press poll taken this spring, 66% of Americans actually said that they favor eliminating nuclear weapons. This result is very significant because it came in answer to a 4-part question. The question was, what is the best way to prevent the proliferation of nuclear weapons? Answer numéro 1. Only the United States should have nuclear weapons. Answer numéro 2. The United States and its friends should have nuclear weapons. Answer numéro 3. The status quo, those countries that have nuclear weapons can keep them but no other countries should have nuclear weapons. Answer numéro 4. No country should have nuclear weapons. Now, given these 4 choices, and if American citizens were asleep, they would probably choose one of the first 3. After all, they include the United States as one of the countries allowed to own nuclear weapons. And yet, 66% chose numéro 4, and that percentage I'm sure is much higher in the rest of the world. We would like to conduct an actual statistical survey to show by numbers that this is indeed the case. We would like to have the data in front of us. But at the same time, we have been fed the idea that we cannot do anything about this. Most citizens say, that's an international problem. We ordinary citizens don't have anything to do with it. I have no means of going to the United Nations and making a speech. But that's where all of you come in. We have to make sure that our voices are united, and united for the single purpose of creating a much better world without nuclear weapons. If we are united, I think we can accomplish the goal. So it is very important for us to unite with each other. In general, I think we are separated from our own feeling. We are separated from the knowledge that the majority of the people want the same thing we do. We are separated from the knowledge that within the United Nations, there is a mechanism by which the majority opinion can be respected. We are separated from the knowledge that the majority of the countries in the United Nations actually would like to work with us. We are separated from our own emotion about what should or should not happen to our children. We are separated from our own ability to act. We are told that there is nothing we can do. Nuclear weapons are good for us. Listen to us, we are the leader, so we will solve all the problems. We are separated from thinking independently, utilizing our heads. We have to bring all of these things together, bring ourselves together, and unite. And a leader who défend international humanitarian fundamental law, your role is greater than ever. A mayor, our role in representing the true voices and feelings of our citizens is also growing. We have to work together to accomplish the goal of abolishing nuclear weapons. I talked to many Hibakusha who are in their 70s now, who were teenagers or children in 1945. They all agree it's wonderful that mayors throughout the world are doing this. Actually, I really wanted to show these Hibakusha what happened in Florence. I was one of the few representatives from Hiroshima in Florence, when 80 mayors from all over Italy, even 5 from Sicily, came to Florence to join or activate their membership in Mayor for Peace and start doing something. I really wanted to have some of the Hibakusha who have did working for the cause to see that their cause has been understood. Their voice, their childlike voice, has been heard, and something is really going to happen. I wish I could show them the support that has been created. It is important that we mayors work together in a similar fashion to mobilize and represent our citizens' voices,
and ADIF will lead us from the point of view of the law governing the international scene from the humanitarian point of view. The accomplishment of the past great movements and many other important events in the world actually prove to us that when we put strengths together, when we unite to work for the common goal of a brighter future, we can actually accomplish it. So, EOP 2020 will be a year to celebrate. We really must keep this promise. One thing that many of the aging Hibakusha have said is, Mayor, it's a wonderful idea to accomplish the abolition of nuclear weapons by 2020. Establishing a specific date is very important because that will give us concrete guide how we try to actualize our idea and ideals. But 2020 is too far away for us. Can you make it 2015 or 2010? We may not be alive in 2020. So we really have to make the nuclear-free world happen before 2020 if possible, and 2020 at the latest. Seeing your face here today, talking to the mayor and citizens of Italy, France, Paris, and seeing those people who came to the exhibition where I met yesterday with Mayor Delanoë, and the many more people who have been supporting the Hibakusha cause, I believe we can accomplish this goal. So, please, let's work together, and please help me retire happy in the year 2021. L'onde de choc nucléaire de l'unilatéralisme états-unien. Abraham Béard 10. Il me faut expliquer avant d'entamer cette communication, pourquoi nous médecins sommes obligés d'intervenir dans un champ politico-juridique, complètement étranger à nos compétences. L'IPPNW est parti d'un constat. En cas d'utilisation de l'arme atomique, il n'y a pas de traitement curatif pour nos patients, de fait nous partirons en fumée avec eux. Il ne nous reste donc que la prévention et donc, comme il est de règle en santé publique, l'obligation pour les praticiens de s'aventurer hors de notre domaine pour comprendre, pour expliquer et pour agir avant tout passage à l'acte atomique. C'est dans cet esprit qu'il nous faut aborder la question de l'unilatéralisme américain, sous le prisme de ses conséquences sur la survie de notre planète, autrement dit, sous l'angle de la menace génocidaire des armes nucléaires. Même si les prémices sont très anciennes, même si l'administration démocrate a contribué à sa manière à la mise en place de la stratégie agressive planétaire des États-Unis, c'est l'administration Bush qui a la responsabilité théorique et pratique de la National Security Strategy, adoptée par le Congrès en septembre 2002. 1. Le premier pas, The US National Missile Defense Program 2001. Il s'agit de la mise en œuvre du bouclier antimissile destiné au mieux à intercepter 30% des missiles nucléaires qui seraient lancés contre les États-Unis, 1,2. Il s'agit en fait d'une protection sélective des cibles militaires sur le territoire national, au détriment des cibles civiles devenant ainsi des dommages collatéraux. Dès l'adoption de ce programme par l'administration Bush, tous les experts ont souligné l'invraisemblance de ce projet, son coût colossal et sa faible crédibilité. L'intérêt pratique serait l'augmentation des subventions fédérales aux amis de Dick Cheney et Donald Rumsfeld, c'est-à-dire Martin Marietta, Lockheed et Boeing. Au-delà du bluff identique à l'ex-guerre des étoiles de Reagan, nous avions dès ce moment compris qu'il s'agissait d'un changement drastique des fondamentaux de la stratégie US en matière de défense, 3,4. Car le NMD suppose 1. Le rejet de tout traité international. Car ceci empêche la mise en œuvre de cette stratégie. La première victime a été le traité ABM, anti-balistique missile, dénoncé unilatéralement par Bush. Nous savions déjà que tous les autres traités seraient non ratifiés, ou dénoncés accent aigu à leur tour. 2. La vassalisation totale des alliés. Celle-ci est nécessaire pour mettre en place un réseau mondial de stations radars de détection connectées au réseau antimissile américain, placé sous le contrôle exclusif des Américains. Cette vassalisation, antérieure à la coalition pour la guerre en Irak, concerne en premier chef la Grande-Bretagne, le Groenland et donc le Danemark, et dans une moindre mesure, l'Australie et Taïwan. Les autres alliés qui manifesteraient des velléités d'indépendance doivent être neutralisés un par un, à commencer par le Canada réticent devant son nouveau statut de premier réceptacle des dégâts collatéraux, puisque les missiles venant de Russie ou de Chine via le pôle Nord seraient détruits dans le ciel du Canada. Dès cette époque, on pouvait pressentir le changement d'attitude vis-à-vis de l'Europe avec des pays fidèles, c'est-à-dire soumis au diktat états-unien, et des pays réticents.
Cette nouvelle distribution des cartes se faisant État par État, et donc en dehors de l'OTAN ou de l'Union européenne. Il est à noter que dès cette époque 2 pays refusent la logique américaine le 29 mai 2001 à l'OTAN. L'Allemagne par la voix de J. Fischer et la France par celle de H. Védrine. 3. L'accroissement des contradictions entre cette orientation et la stratégie officielle de défense des États-Unis. Si la cible officielle proclamée est les États voyous, comment prétendre que la Libye ou l'Irak est capable d'envoyer des centaines de missiles, nucléaires et leurs, sur les États-Unis? Si la Chine et la Russie redeviennent des ennemis officiels, comment rendre compatible cette désignation et les efforts consentis pour soutenir Poutine et sa démocratie? Il devenait urgent, même avant les événements du 11 septembre 2001, de redéfinir les fondamentaux de la défense US dans le contexte du XXIe siècle. 2. La confirmation. The National Posture Review 9 janvier 2002. Il s'agit de la doctrine actuelle des États-Unis, à la recherche de l'invulnérabilité absolue de ses intérêts et de son sol, 5,6. Dans ce dessin, certains principes de base doivent être abandonnés. Puisque la guerre froide est terminée, la doctrine MAD, destruction mutuelle assurée, doit l'être aussi. Il n'y a plus un ennemi unique technologiquement avancé, un partenaire adversaire dans la course aux armements, mais des ennemis multiples, grands ou petits États, États voyous ou distingués qui sont traités à la même enseigne que les ennemis non étatiques, les terroristes. La conséquence immédiate est la fin de la dissuasion de grand-papa, la fin de l'équilibre de la terreur et la fin de l'arme nucléaire comme instrument central de la défense. L'arme nucléaire doit être dimensionnée au plus bas niveau possible, considérée comme compatible avec la sécurité des États-Unis. Puisque la vieille dissuasion est morte, place à la nouvelle dissuasion crédible, constituée d'une triade mélangeant sans complexe les armes nucléaires et conventionnelles. Un des systèmes de forces offensives, nucléaires et non nucléaires. Nous verrons que cette composante est à l'origine du concept de préemptive war, c'est-à-dire de la guerre préventive. 2. Des systèmes de défense active et passive incluant la défense antimissile avec le bouclier décrit plus haut. 3. D'une infrastructure de défense intégrée totalement renouvelée et plus réactive, intégrant des capacités de commande, de contrôle et de renseignement renforcées et adaptées aux nouvelles formes de menaces. Cette nouvelle doctrine suppose toutes les options militaires ouvertes et appelle à en finir avec tous les tabous. En conséquence, il faut moderniser l'arsenal nucléaire en éliminant 6000 têtes actuelles inutiles et en recréant 1700 modernes, portées par les 3 composantes classiques, terrestres, océaniques, aéroportées, capables de s'intégrer dans la triade. Il faut aussi mettre au point des armes nucléaires non stratégiques, utilisables sur le terrain pour des cibles spécifiques comme les bunkers. Il faut reprendre si nécessaire les essais nucléaires et accélérer la mise en place du bouclier antimissile. Il faut aussi reprendre la production de matériaux fissiles à partir des vieilles têtes, et en créant de nouvelles usines pour fabriquer par exemple du tritium. Il faut enfin conserver et développer le stock d'armes chimiques et biologiques US. On peut résumer cette doctrine par 4 mots-clés. Déter, c'est un message pour tous les agresseurs réels ou supposés pour leur prouver que l'Amérique a tous les moyens de les contrer, et que son système antimissile condamne à l'échec toute tentative. Dissuade, le message est ici pour tous les futurs compétiteurs, pour les convaincre que toute course aux armements avec les États-Unis est vaine. Assure, ceci s'adresse aux bons alliés qui acceptent de se ranger sous la protection militaire US, et donc sous les ordres du président des États-Unis. Diffit, avertissement sans frais aux ennemis grands ou petits, qui seront détruits quoi qu'ils fassent. 3. La guerre préventive. Ce concept remplace la riposte proportionnée à toute attaque venant de pays nucléaires. La guerre préventive donne au seul pouvoir politique, c'est-à-dire au seul président des États-Unis, la décision d'attaquer le premier, n'importe quel pays, hors de tout contrôle international et sans consulter ses alliés. On comprend pourquoi systématiquement les Américains rejettent les traités internationaux ABM, arrêt des essais nucléaires, traités pour interdire la circulation des matières fissiles, etc., et pourquoi ils ont modifié au fond la donne en ce qui concerne la prolifération nucléaire. En dernière analyse, peu importe si tel ou tel pays se dote de l'arme nucléaire.
Ce qui compte, c'est la cible désignée par ces États. Si celle-ci est locale, comme dans le cas de l'Inde, d'Israël, du Pakistan ou même à la limite de la Corée, l'administration Bush les ignore. Mais s'il s'agit d'une menace réelle ou supposée pour les États-Unis, alors la triade se tourne vers ce pays. Toutes les conditions ont été ainsi réunies avant 2005 pour torpiller le traité de non-prolifération nucléaire, TNP. 4. L'échec prévisible du traité de non-prolifération nucléaire. Ce traité est basé sur un double mouvement. D'une part, empêcher les pays non membres du club atomique d'acquérir l'arme nucléaire. Pour réaliser ce projet, les 5 pays du club s'engagent à fournir une aide technologique pour la construction de centrales nucléaires. D'autre part, engager un dispositif de désarmement simultané et contrôlé des 5 puissances atomiques avec comme objectif affirmé dès 1995, l'élimination totale des armes nucléaires. Il faut ajouter à cette dynamique, un effort pour faire signer le traité et donc inviter à désarmer les 3 puissances nucléaires non signataires, l'Inde, Israël et le Pakistan. C'est ce processus qui a été arrêté à l'ONU, en juin 2005. Si on suit le raisonnement du sénateur canadien Douglas Roche, président du mouvement Middle Power Initiative, 7, la mécanique de l'échec, autrement dit la raison profonde de l'arrêt du double processus est la suivante. Pour les 5 puissances du club, et dans le sillage de la nouvelle posture nucléaire américaine, la désactivation des têtes nucléaires reste un simple transfert pour d'autres armes puisque l'arsenal nucléaire reste une composante majeure de leur stratégie de défense, ce qui ne plaide pas en faveur de l'élimination des armes atomiques. De plus, le concept américain de Usable Nuclear Weapons comme la décision de mettre au point de nouvelles armes sont en contradiction avec un réel désarmement. Enfin, la fragilisation des accords ou traités par les États-Unis, et leur remplacement par des accords bilatéraux réversibles et non vérifiables sonne le glas de la logique du TNP. Pour les puissances non nucléaires signataires du traité, la démonstration du contenu pacifique du donnant-donnant est un échec. L'échange de technologies nucléaires pour l'énergie contre le refus de mettre en route un programme militaire est une absurdité. Tous les pays qui ont ou vont avoir l'arme atomique sont tous passés par le même chemin. L'acquisition de la technologie nucléaire camouflée sous des oripeaux pacifiques est la condition sine qua non pour alimenter le programme militaire. Derrière les déclamations pacifistes, ces États construisent leur arsenal en toute quiétude. Cette réalité explique la tactique anti-TNP développée par l'Iran et l'Égypte à l'ONU. Cette tactique est simple, puisque les États-Unis ont une stratégie de défense incluant les armes nucléaires, y compris offensives. Aucune résolution concernant la prolifération horizontale n'est recevable. Le TNP n'a plus la fonction de contrôle et de sanction dans ce domaine. Ce résultat a conduit le Brésilien Sergio de Queiroz Duarte, président de la session, à parler de fiasco du TNP. Puisque le contrôle et la surveillance de l'ONU basés sur le droit international est en panne, il ne reste que la menace états-unienne de guerre préventive contre certains pays proliférants. Nous sommes entrés dans une période de risque majeur de conflit déclenché par les États-Unis, conflit éventuellement nucléaire 8. 5. Un exemple concret, le cas de l'Iran. Le programme militaire nucléaire de l'Iran, les faits 9,10. Ce programme a une très longue histoire que l'on peut résumer par des dates. En 1967, l'Iran achète aux États-Unis un réacteur de 5 MW pour Téhéran. Le Shah d'Iran a ensuite renforcé la technologie avec l'aide des Occidentaux, et à partir de 1974 avec l'aide de l'Inde. En 1979, l'ayatollah Khomeini suspend le programme nucléaire. En 1981, après la destruction de réacteurs aux Irak français en Irak par Israël, l'Iran reprend son programme nucléaire en implantant un nouveau réacteur à Boucher avec l'aide de la Chine et du Pakistan. En 2002, une centrale à eau pressurisée est opérationnelle à Boucher. Dans le même temps à Arak près de la ville de Qom, des ultracentrifugeuses sont implantées pour enrichir l'uranium, ainsi qu'à Natanz près d'Ispahan avec un réacteur à eau lourde plutonigène, une filière de fabrication de tritium, élément léger nécessaire pour le compartiment fusion de la bombe à hydrogène. Le gouvernement iranien reconnaît ouvertement le bien fondé des accusations de l'agence de Vienne de l'ONU,
et déclare poursuivre l'enrichissement de l'uranium-235 au-delà des 3,5% nécessaires pour la centrale, pour atteindre la pureté militaire. Ce pays stocke donc sans état d'âme de l'uranium-235 et du plutonium-239 de grade militaire ainsi que du tritium pour doter ses lance-missiles de fusées nucléaires. Quel est le problème ? L'Iran est signataire du TNP et entend le rester malgré son programme, ce qui est un cas unique. La Corée du Nord s'est retirée du traité. Sa thèse des besoins énergétiques est peu crédible, ce pays regorge de gaz et de pétrole. L'implantation de la centrale à des milliers de kilomètres des grandes villes comme Téhéran et Tabriz rend encore plus sceptique la communauté internationale. On a là un très bon exemple de prolifération nucléaire, favorisée par l'échec du TNP. Dans ce contexte, deux stratégies s'opposent. D'une part celle de l'Europe, qui veut s'appuyer sur le droit et sur l'ONU. Mais hélas, cette stratégie a échoué, l'Iran ne croit plus en l'Union européenne. D'autre part celle des États-Unis. Selon Richard Heinberg, 11, la vraie raison d'une éventuelle intervention américaine n'a rien à voir avec la question nucléaire. Il s'agit d'empêcher ce pays de fonder une bourse pétrolière régionale, qui devrait être opérationnelle en mars 2006. Cette bourse permettrait d'acheter du pétrole iranien par échange et dans une monnaie différente des pétrodollars. Si cette initiative aboutit, les États-Unis sont en grand danger financier car à terme, un effondrement du dollar, compte tenu de la dette américaine extérieure, est possible. Les mois qui viennent devraient nous éclairer sur cette menace de guerre préventive, forcément menée au-delà des moyens conventionnels. L'invasion et l'occupation US de l'Iran est peu plausible. La question est à l'ordre du jour au Pentagone. 6 conclusions. L'unilatéralisme des États-Unis n'a pas seulement un impact politique, juridique et social. Il est aussi la source d'une menace réelle pour les habitants de la Terre et donc une menace sur leur vie. Or, en tant que médecins, nous avons fait serment de la sauvegarder. Devant ce danger, la seule réponse, le seul levier à notre disposition, c'est l'opinion publique en général, et celle des États-Unis en particulier. Ancien membre du tribunal Russell, j'ai vu cette opinion publique américaine imposer la paix au Vietnam. Face au désastre de l'occupation de l'Irak, face au désastre des secours à la Nouvelle-Orléans, cette opinion est capable de stopper les noirs desseins de l'administration Bush. Notre prescription médicale est simple, tout faire pour aider, encourager, soutenir le peuple américain dans sa marche difficile vers la lumière, vers la fin du cauchemar mis en œuvre par son président. The Necessity of Defending the Rule of Law. Jean Myrdal 11. Other participants will discuss the economic and geopolitical determinants of the present United States struggle for world supremacy. I want to talk about some consequences this global Pax Americana is having for international law, civic rights and the erosion of what was known as the rule of law in all our countries, even in officially non-aligned countries like Sweden. In order to make that present development more visible, I want to quote from the testimony of Reich Marshal, défendant Hermann Göring 18 mars 1946 at the Nuremberg War Crime Trial. Mr. Justice Robert H. Jackson, United States Chief Prosecutor is conducting the interrogation. Monsieur Justice Jackson, but you are explaining, as the high authority of this system, to men who do not understand it very well, and I want to know what was necessary to run the kind of system that you set up in Germany. The concentration camp was one of the things you found immediately necessary upon coming into power, was it not? And you set them up as a matter of necessity, as you saw it. Göring, that was faultily translated, it went too fast. But I believe I have understood the sense of your remarks. You asked me if I considered it necessary to establish concentration camp immediately in order to eliminate opposition. Is that correct? Monsieur Justice Jackson, your answer is yes, I take it. Göring, yes. Monsieur Justice Jackson, was it also necessary in operating this system that you must not have persons entitled to public trial in independent court? And you immediately issued an order that your political police would not be subject to court review or to court orders, did you not? Göring, you must differentiate between the two categories, those who had committed some act of treason against a new state,
or those who might be proved to have committed such an act were naturally turned over to the court. The others, however, of whom one might expect such act, but who had not yet committed them, were taken into protective custody, and these were the people who were taken to concentration camp. I am now speaking of what happened at the beginning. Later things changed a great deal. Likewise, if for political reasons, to answer your question, someone was taken into protective custody, that is, purely for reasons of state, this could not be reviewed or stopped by any court. Later, when some people were also taken into protective custody for non-political reasons, people who had opposed the system in some other way, a Prussian Prime Minister and Reich Minister of the Interior, I remember. Monsieur Justice Jackson let show me that. I have not asked for that. If you will just answer my question, we shall save a great deal of time. Your counsel will be permitted to bring out any explanations you want to make. You did prohibit all court review and considered it necessary to prohibit court review of the cause for taking people into what you called protective custody? Göring? That I answered very clearly, but I should like to make an explanation in connection with my answer. Göring? In connection with your question that this case could not be reviewed by the court, I want to say that a decree was issued through me and jointly to the effect that those who were turned over to concentration camp were to be informed after 24 hours of the reason for their being turned over, and that after 48 hours, or some short period of time, they should have the right to an attorney. But this by no means rescinded my order that a review was not permitted by the court of a politically necessary measure of protective custody. These people were simply to be given an opportunity of making a protest. Monsieur Justice Jackson, protective custody meant that you were taking people into custody who had not committed any crime but who you thought might possibly commit a crime? Göring yes. People were arrested and taken into protective custody who had not yet committed any crime, but who could be expected to do so if they remained free. Just as extensive protective measures are being taken in Germany today on a tremendous scale. In this testimony, Hermann Göring makes a clear distinction between those who have committed what, according to the German law at the time, could be considered criminal act and who, to use these words, were naturally turned over to the court, and those who had not committed any crime but could be suspected of doing so if they remained free and thus for reasons of state were arrested and taken to concentration camp. Nearly 60 years later, President George W. Bush of the United States and his followers like Prime Minister Tony Blair of the United Kingdom, as well as politicians from minor states like a Swedish Prime Minister Göran Persson and his Minister of Justice Thomas Bodström, follow the same reasoning. Even what Hermann Göring said about how the state is to handle the right of the extra-legally imprisoned to attorney could now be said by Bush, Blair, Persson or Bodström. I quote Hermann Göring. But this by no means rescinded my order that a review was not permitted by the court of a politically necessary measure of protective custody. These people were simply to be given an opportunity of making a protest. The Guantanamo camp and other prisons outside the ordinary legal framework and the laws being enacted in the so-called war against terrorism are held by your governments as necessary for the survival of society. It is a verbiage we, who grew up during the TRC, well remember. The present legal reality can be described by the words of the indictment, Count 1, at the Nuremberg trial. They imprisoned such persons without judicial process, holding them in protective custody and concentration camp, and subjected them to prosecution, degradation, depoilment, enslavement, torture and murder. I am decidedly not asking for Bush, Blair and our local politicians, such as Persson and Bodström, to be hung according to the Nuremberg precedent but under the existing constitutional laws in our countries they could be held not only politically but legally responsible for the ongoing destruction of basic principles for civic rights and the rule of law. Such indictments of responsible politicians would be positive but seem for the moment to be politically less probable. But what can and must be done is to create such a public awareness of the issue that it will be possible to force through a political change. It is today once more necessary to state that those civic and legal rights that were required by your people during the century up to and through the bourgeois revolution can be called formal,
but that they are no formality. In Sweden, the legal rule that no man could be imprisoned without due process was formulated in 1350. It was given an even stronger legal structure after the revolution in 1809, says in The Form of Government. Today that rule no longer holds. Of course one can discuss the class structure of Swedish society in 1350 and 1809. But that is not the question. The real political question is that the present Swedish Minister of Justice, Thomas Bodström, for reasons of state and to keep good relations with the United States is pushing through laws that go against these fundamental rights that our forefathers fought for during more than 7 centuries. The right to due process is no longer even a formal right, not even a formality if the security police on the instigation of the United States can get you described as a threat to society. If the present laws had been in force 40 years ago, Olof Palme would have been in danger of being put in prison in a semi-secret trial for his struggle against the racist regime of South Africa and his support for the Vietnamese people in their war against the United States occupiers. And what about the right to privacy? Just now the European Union, on the instigation of the United Kingdom and Sweden, is discussing instituting a total control and registration of all our telephone calls, internet contact and fax message. And torture? Not only is torture an official United States policy. Countries like Sweden have accepted that the agents of the United States government act on Swedish national territory and collect people to be sent through their covert CIA air service, to be tortured. If we are not able to safeguard our rights, in Sweden even the basic civic rights to due procedure from 1350, the future for our children and grandchildren will be a bleak if the Reich Marshal had been successful 60 years ago in the Hitlerite Griff nach Weltmacht. La militarisation de la mondialisation géopolitique, de l'impérialisme contemporain. Samir Amin 13. 1 du conflit permanent des impérialismes à l'impérialisme collectif. Dans son déploiement mondialisé, l'impérialisme s'était toujours conjugué au pluriel, depuis ses origines, le XVIe siècle, jusqu'en 1945. Le conflit des impérialismes, permanent et souvent violent, a occupé de ce fait une place aussi décisive dans la transformation du monde que la lutte de classe à travers laquelle s'expriment les contradictions fondamentales du capitalisme. Au demeurant, lutte sociale et conflit des impérialismes s'articulent étroitement, et c'est cette articulation qui commande le parcours du capitalisme réellement existant. La Seconde Guerre mondiale s'est soldée par une transformation majeure concernant les formes de l'impérialisme. La substitution d'un impérialisme collectif associant l'ensemble des centres du système mondial capitaliste. Pour simplifier la triade, les États-Unis et leurs provinces extérieures canadiennes, l'Europe occidentale et centrale, le Japon, à la multiplicité des impérialismes en conflit permanent. Cette forme nouvelle de l'expansion impérialiste est passée par différentes phases de son développement, mais elle est bien toujours présente. Le rôle hégémonique éventuel des États-Unis, dont il faudra alors préciser les bases comme les formes de son articulation au nouvel impérialisme collectif, doit être situé dans cette perspective. Les États-Unis ont tiré un bénéfice gigantesque de la Seconde Guerre mondiale, qui avait ruiné ses principaux combattants, l'Europe, l'Union soviétique, la Chine et le Japon. Ils étaient donc en position d'exercer leur hégémonie économique. Ils concentraient plus de la moitié de la production industrielle du monde d'alors, et avaient l'exclusivité des technologies nouvelles qui allaient façonner le développement de la seconde moitié du siècle. De surcroît, ils avaient l'exclusivité de l'arme nucléaire, la nouvelle arme absolue. C'est pourquoi je situe la coupure qui annonce l'après-guerre non à Yalta comme on le dit le plus souvent. À Yalta, les États-Unis n'avaient pas encore l'arme, mais à Potsdam, quelques jours avant le bombardement de Hiroshima et de Nagasaki. À Potsdam, le ton américain a changé. La décision d'engager ce qui allait devenir la guerre froide était prise par eux. Ce double avantage absolu a été néanmoins érodé dans un temps relativement bref, 2 décennies, par le double rattrapage, économique pour l'Europe capitaliste et le Japon, militaire pour l'Union soviétique. On se souviendra que ce recul relatif de la puissance des États-Unis a alimenté à l'époque une floraison de discours sur le déclin américain,
et même la montée des hégémonismes alternatifs à venir, l'Europe, le Japon, plus tard la Chine. La formation d'un impérialisme collectif constitue-t-elle une transformation qualitative définitive, non conjoncturelle? Implique-t-elle forcément un leadership des États-Unis d'une manière ou l'autre? 2. Le projet de la classe dirigeante des États-Unis, le contrôle militaire de la planète. Ce projet, que je qualifierais sans grande hésitation de démesuré, démentiel même et de criminel par ce qu'il implique, n'est pas né dans la tête du président Bush Jr. pour être mis en œuvre par une junte d'extrême droite parvenue au pouvoir par une sorte de coup d'État à la suite d'élections douteuses. Il est le projet que la classe dirigeante des États-Unis nourrit depuis 1945 et dont elle ne s'est jamais départie, même si, d'évidence, sa mise en œuvre est passée par des hauts et des bas, a connu quelques vicissitudes et a été ici et là mise en échec, et n'a pu être poursuivie avec la cohérence et la violence que celle-ci implique que dans certains moments conjoncturels comme le nôtre, suite à l'effondrement de l'Union soviétique. Il n'est pas difficile de connaître les objectifs et les moyens du projet des États-Unis. Ils sont l'objet d'un grand étalage dont la vertu principale est la franchise, quand bien même la légitimation des objectifs serait-elle toujours noyée dans un discours moralisateur propre à la tradition américaine. La stratégie globale américaine vise 6 objectifs. Y neutraliser et asservir les autres partenaires de la triade, l'Europe et le Japon, et minimiser la capacité de ces États d'agir à l'extérieur du giron américain. 2. Établir le contrôle militaire de l'OTAN et latino-américaniser les anciens morceaux du monde soviétique. 3. Contrôler sans partage le Moyen-Orient et ses ressources pétrolières. IV. Tenir en échec le projet d'une Chine puissante et indépendante, la soumettre à la menace militaire permanente et éventuellement la démanteler. V. S'assurer la subordination des autres grands États Inde, Brésil, et empêcher la constitution de blocs régionaux qui pourraient négocier les termes de la globalisation. V. Marginaliser les régions du Sud qui ne représentent pas d'intérêt stratégique. Le projet a toujours donné un rôle décisif à sa dimension militaire. Il a été conçu après Potsdam, comme je l'ai rappelé, fondé sur le monopole nucléaire. Très rapidement, les États-Unis ont mis en place une stratégie militaire globale, partagé la planète en régions, et affecté la responsabilité du contrôle de chacune d'elles à un US Military Command. L'objectif n'était pas seulement d'encercler l'URSS et la Chine, mais également de disposer des moyens faisant de Washington le maître en dernier ressort de toutes les régions de la planète. L'instrument privilégié de l'offensive hégémoniste est donc militaire. Cette hégémonie, qui garantirait à son tour celle de la triade sur le système mondial, exigerait donc que leurs alliés acceptent de naviguer dans le sillage américain comme la Grande-Bretagne et le Japon en reconnaissent la nécessité sans état d'âme, pas même culturelle. Le projet implique que la souveraineté des intérêts nationaux des États-Unis soit placée au-dessus de tous les autres principes encadrant les comportements politiques considérés comme des moyens légitimes. Il développe une méfiance systématique à l'égard de tout droit supranational. La classe dirigeante des États-Unis proclame sans retenue aucune qu'elle ne tolérera pas la reconstitution d'une puissance économique et militaire quelconque capable de mettre en question son monopole de domination de la planète, et s'est donné à cette fin le droit de conduire des guerres préventives. 3 adversaires potentiels principaux sont visés ici. En premier lieu la Russie, dont le démembrement après celui de l'URSS, constitue désormais un objectif stratégique majeur des États-Unis. La classe dirigeante russe ne paraissait pas l'avoir compris jusqu'ici. Elle semblait convaincue qu'après avoir perdu la guerre, elle pourrait gagner la paix, comme cela l'a été pour l'Allemagne et le Japon. Elle oubliait que Washington avait besoin du redressement de ses 2 adversaires de la Seconde Guerre mondiale, précisément pour faire face aux défis soviétiques. La conjoncture nouvelle est différente, les États-Unis n'ayant plus de concurrents sérieux. Leur option est alors de détruire définitivement et complètement l'adversaire russe. En second lieu la Chine, dont la masse et le succès économique inquiètent les États-Unis, dont l'objectif stratégique reste ici également, si possible, le démembrement de ce pays jugé trop grand. L'Europe vient en 3e position dans cette vision globale des nouveaux maîtres du monde. Mais ici l'establishment nord-américain ne paraît pas inquiet, tout au moins jusqu'à ce jour.
l'atlantisme inconditionnel des uns, la Grande-Bretagne mais aussi les nouveaux pouvoirs serviles de l'Est, les sables mouvants du projet européen, les intérêts convergents du capital dominant de l'impérialisme collectif de la triade, contribuent à l'effacement du projet européen, maintenu dans son statut de volet européen du projet des États-Unis. 3. La gestion du nouveau système impérialiste et du leadership des États-Unis. Les objectifs propres du projet des États-Unis. Les instruments de la gestion économique et politique du nouveau système impérialiste et du leadership des États-Unis ont été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et progressivement aménagés pour répondre aux exigences du déploiement impérialiste. Les principaux de ces instruments sont, pour ce qui concerne le volet de la gestion économique du système, l'OMC, la Banque mondiale et le FMI, et pour ce qui concerne son volet politique et militaire l'OTAN et le G7, G8. L'ensemble de ces institutions, et singulièrement le G8 et l'OTAN, sont appelés à être substitués à l'ONU pour constituer les instruments majeurs du nouvel ordre mondial, celui de l'apartheid à l'échelle mondiale. Dans cette perspective, l'ONU et les institutions qui constituent sa famille doivent être domestiquées, marginalisées, voire démantelées. La stratégie hégémoniste des États-Unis se situe donc dans le cadre du nouvel impérialisme collectif. L'objectif de cette stratégie est tout simplement d'établir le contrôle militaire des États-Unis sur la planète entière. Ce contrôle est le moyen par lequel Washington pourrait garantir son accès privilégié à toutes les ressources naturelles du globe, contraignant ainsi ses alliés subalternisés, la Russie, la Chine et le tiers-monde dans son ensemble, à se soumettre à des statuts de vassaux. Les économistes, conventionnels, ne disposent pas de l'outillage analytique qui leur permettrait de saisir la logique de ces objectifs. Ne les entend-on pas répéter ad nauseam que dans la nouvelle économie, les matières premières que fournit le tiers-monde sont appelées à perdre leur importance et que de ce fait celui-ci est de plus en plus marginal dans le système mondial ? En contrepoint à ce discours naïf et creux, le Mein Kampf de la nouvelle administration de Washington, The Program for a New American Century, avoue que les États-Unis se sont donné le droit de s'emparer de toutes les ressources naturelles de la planète pour satisfaire en priorité les exigences de leur consommation. La course aux matières premières, le pétrole en premier lieu, mais tout autant d'autres ressources, l'eau notamment, a déjà repris toute sa virulence. D'autant que ces ressources risquent d'être raréfiées non seulement par le cancer exponentiel du gaspillage de la consommation occidentale, mais aussi par le développement de la nouvelle industrialisation des périphéries. Par ailleurs, un nombre respectable de pays du Sud sont appelés à devenir des producteurs industriels de plus en plus importants tant pour leurs marchés internes que sur le marché mondial. Importateurs de technologies, de capitaux, mais aussi concurrents à l'exportation, ils sont appelés à peser dans les équilibres économiques mondiaux d'un poids grandissant. Et il ne s'agit pas seulement de quelques pays de l'Asie de l'Est, comme la Corée, mais de l'immense Chine et demain, de l'Inde et des grands pays d'Amérique latine. Or, loin d'être un facteur de stabilisation, l'accélération de l'expansion capitaliste dans le Sud ne peut être qu'à l'origine de conflits violents, internes et internationaux. Car cette expansion ne peut absorber, dans les conditions de la périphérie, l'énorme réserve de force de travail qui s'y trouve concentrée. De ce fait, les périphéries du système demeurent la zone des tempêtes. Les centres du système capitaliste ont donc besoin d'exercer leur domination sur les périphéries, de soumettre leur peuple à la discipline impitoyable que la satisfaction de ses priorités exige. Dans cette perspective, l'establishment américain a parfaitement compris que, dans la poursuite de son hégémonisme, il disposait de 3 avantages décisifs sur ses concurrents européens et japonais: le contrôle des ressources naturelles du globe, le monopole militaire, le poids de la culture anglo-saxonne par laquelle s'exprime préférentiellement la domination idéologique du capitalisme. La mise en œuvre systématique de ces 3 avantages éclaire beaucoup d'aspects de la politique des États-Unis, notamment les efforts systématiques que Washington poursuit pour le contrôle militaire du Moyen-Orient pétrolier, sa stratégie offensive à l'égard de la Corée, mettant à profit la crise financière de ce pays, et à l'égard de la Chine, son jeu subtil visant à perpétuer les divisions en Europe, en mobilisant à cette fin son allié inconditionnel britannique et à empêcher un rapprochement sérieux entre l'Union européenne et la Russie.
Au plan du contrôle global des ressources de la planète, les États-Unis disposent d'un avantage décisif sur l'Europe et le Japon, non seulement parce que les États-Unis sont la seule puissance militaire mondiale, et donc aucune intervention forte dans le tiers-monde ne peut être conduite sans eux, mais encore parce que l'Europe, ex-exclue, et le Japon sont eux, démunis des ressources essentielles à la survie de leur économie. Par exemple leur dépendance dans le domaine énergétique, notamment leur dépendance pétrolière à l'égard du Golfe, était et restera longtemps considérable, même si elle devait décroître en termes relatifs. En s'emparant, militairement, du contrôle de cette région par la guerre d'Irak, les États-Unis ont démontré qu'ils étaient parfaitement conscients de l'utilité de ce moyen de pression dont ils disposent à l'égard de leurs alliés concurrents. Le contrôle militaire de la planète constitue le moyen d'imposer en dernier ressort un tribut ponctionné par la violence politique, se substituant au flux spontané des capitaux qui compense le déficit américain, source majeure de la vulnérabilité grandissante de l'hégémonie des États-Unis. L'objectif de cette stratégie n'est ni de garantir pour tout l'ouverture égale des marchés. Ce discours de propagande est confié aux turiféraires du néolibéralisme, ni évidemment de faire régner partout la démocratie. 4. Les questions de théorie que les réflexions précédentes suggèrent. La complicité-concurrence entre les partenaires de l'impérialisme collectif pour le contrôle du Sud, le pillage de ses ressources naturelles et la soumission de ses peuples, peut être analysée à partir d'angles de vision différentes. Je ferai à cet égard 3 observations qui me paraissent majeures. Première observation. Le système mondial contemporain, celui que je qualifie d'impérialiste collectif, n'est pas moins impérialiste que les précédents. Il n'est pas un empire de nature post-capitaliste. J'ai proposé ailleurs une critique des formulations idéologiques de déguisement, qui alimentent le discours dominant de l'ère du temps. Il s'agit en particulier des thèses dites postmodernistes, qui ne proposent rien de moins que de renoncer à agir pour transformer le monde, et invitent à se contenter de s'ajuster au jour le jour aux transformations du capitalisme et à leurs exigences. Seconde observation. J'ai proposé une lecture de l'histoire du capitalisme, mondialisé dès l'origine, axée sur la distinction entre les différentes phases de l'impérialisme, des rapports centre-périphérie. Il existe bien entendu d'autres lectures de cette même histoire, notamment celles qui s'articulent autour de la succession des hégémonies. J'ai quelques réserves à l'égard de cette dernière lecture. D'abord et pour l'essentiel parce qu'elle est occidentalo-centrique, dans ce sens qu'elle considère que les transformations qui opèrent au cœur du système dans ses centres, commandent d'une manière décisive et presque exclusive l'évolution globale du système. Je crois que les réactions des peuples des périphéries au déploiement impérialiste ne doivent pas être sous-estimées. Car elles ont provoqué ne serait-ce que l'indépendance des Amériques, les grandes révolutions faites au nom du socialisme, Russie, Chine, la reconquête de l'indépendance par les pays asiatiques et africains, et je ne crois pas qu'on puisse rendre compte de l'histoire du capitalisme mondial sans tenir compte des ajustements que ces transformations ont imposés au capitalisme central lui-même. Ensuite parce que l'histoire de l'impérialisme me paraît davantage avoir été faite à travers le conflit des impérialismes, que par le type d'ordre que des hégémonies successives auraient imposé. Les périodes d'hégémonie apparente ont toujours été fort brèves, et l'hégémonie en question très relative. Troisième observation. Mondialisation n'est pas synonyme d'unification du système économique par l'ouverture dérégulée des marchés. Cette dernière, dans ses formes historiques successives, la liberté du commerce hier, la liberté d'entreprise aujourd'hui, n'a jamais constitué que le projet du capital dominant. Dans la réalité, ce projet a presque toujours été contraint de s'ajuster à des exigences qui ne relèvent pas de sa logique interne exclusive et propre. Il n'a donc jamais pu être mis en œuvre autrement que dans des moments brefs de l'histoire. Le libre-échange promu par la puissance industrielle majeure de son époque, la Grande-Bretagne, a été effectif que pendant 2 décennies, 1860 à 1880, auquel a succédé un siècle, de 1880 à 1980, caractérisé à la fois par le conflit des impérialistes et par la déconnexion forte des pays dits socialistes, à partir de la révolution russe de 1917, puis de celle de la Chine, et plus modeste des pays de nationalisme populiste, l'ère de Bandung pour l'Asie et L'Afrique de 1955 à 1975.
Le moment actuel de réunification du marché mondial, la libre entreprise. Inaugurée par le néolibéralisme à partir de 1980 et étendue à l'ensemble de la planète avec l'effondrement soviétique, n'est probablement pas appelée à connaître un sort meilleur. Le chaos qu'il engendre, terme par lequel j'ai qualifié ce système dès 1990, témoigne de son caractère d'utopie permanente du capital. 5. Mettre en déroute les États-Unis, Israël et leurs alliés dans les pays de la ligne de front, Afghanistan, Irak, Palestine, Iran. Le projet des États-Unis, soutenu par leurs alliés subalternes européens et israéliens pour la région concernée, est d'établir leur contrôle militaire sur l'ensemble de la planète. Le Moyen-Orient a été choisi dans cette perspective comme région de première frappe, pour 4 raisons. Elle recèle les ressources pétrolières les plus abondantes de la planète et son contrôle direct par les forces armées des États-Unis donnerait à Washington une position privilégiée plaçant leurs alliés, l'Europe et le Japon, et leurs rivaux éventuels, la Chine, dans une position inconfortable de dépendance pour leur approvisionnement énergétique. 2. Elle est située au cœur de l'Ancien Monde et facilite l'exercice de la menace militaire permanente contre la Chine, l'Inde et la Russie. 3. La région traverse un moment d'affaiblissement et de confusion qui permet à l'agresseur de s'assurer d'une victoire facile, au moins dans l'immédiat. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.